Bien, écoutez, je vais démarrer, ça va faire venir tout le monde. Alors, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour certains d'entre vous et aussi heureux de découvrir des têtes nouvelles. Voilà. Alors, on m'a confié le rôle du fil rouge. Donc, pour faire ce fil rouge, je vais faire un tout petit rappel des épisodes précédents, en supposant que les retardataires ont déjà vécu nos rencontres depuis vendredi. Alors, dans le rappel des épisodes précédents, on a commencé vendredi soir, avec une agora d'ouverture, dont le thème, c'est le thème de du petit livret, qui est « Ensemble, ouvrons de nouveaux horizons », de sens. Voilà, autour de Tanguy Châtel, notre président, le président du Forum 104. Et c'est cette intervention qui a donné on va dire, le coup d'envoi de ce week-end de célébration du 40e anniversaire du Forum 104. Alors, vous savez, les réactions ont été relativement enthousiastes par rapport à cette agora qui a, sans problème, été très pertinent par rapport à la concurrence du match de rugby France-Italie. Donc, vous voyez quel enthousiasme. Donc, je voudrais simplement remercier les intervenants de nous avoir ouvert des perspectives pour chacun d'entre nous, mais aussi pour la mission du Forum. Et il y a une formule que je reprendrai bien pour annoncer le Forum collaboratif. Nous sommes tous des héritiers de cette histoire du Forum, 4 décennies d'histoire, il s'en est passé des choses, mais nous devons tous être aussi créateurs pour l'avenir. Donc héritiers et fondateurs, héritiers, et se mettre en situation d'être créateurs pour les 40 prochaines années. Alors, dans les perceptions de cette soirée, on a parlé d'un esprit familial et on a aussi surtout souligné la très grande complémentarité, même s'il y avait une singularité pour chaque intervenant, la très grande complémentarité des intervenants qui sont venus et qui, on a fait l'analogie souvent, comme un orchestre, chacun avait sa partition, mais l'harmonie globale était vraiment très enthousiasmante. Ensuite, après cette agora, nous avons eu une célébration interspirituelle dans le jardin, puis au niveau du bassin, je cherchais son nom, du bassin, et puis la chapelle, et qui a été suivie d'une nuit blanche des méditantes et des méditants. Je voudrais particulièrement remercier les accompagnateurs et aussi la quarantaine de personnes qui ont traversé toute la nuit jusqu'au petit matin, jusqu'au Laude, à la chapelle du 102. Donc aujourd'hui, vous avez, pour la plupart d'entre vous, pu participer à 1, 2 ou 3 ateliers dans ce que nous appelons le jardin des expériences. Je tiens à vous dire que le jardin des expériences reprend demain avec de nouvelles propositions, donc à vous et aux mêmes horaires, à vous de vous inscrire. Et pour demain, je signale quelque chose de particulier, c'est un atelier avec des enfants. Donc venez avec vos enfants ou vos petits-enfants, c'est des enfants de 7 à 11 ans qui sera animé, voilà. Donc c'est aussi une première, je fais une petite promo spécifique pour cet atelier, pour venir avec ses enfants. Voilà. Alors cet après-midi, forum collaboratif. Donc un ensemble avec 2 grandes parties. La première partie, c'est la conférence de Laurence. Laurence Baranski, coach, autrice, une grande spécialiste de la transformation individuelle et collective, et surtout une amie du Forum 104 qui intervient depuis plusieurs années pour des cycles et des parcours. Donc, sa conférence fera l'objet aussi de questions de l'Assemblée. Elle pourra y répondre, mais elle durera 45 minutes. On est très, très marqué par le temps, donc jusqu'à 17h15. Après, nous aurons 15 minutes de pause et nous rentrerons dans un autre moment. C'est dans un atelier avec tous les participants de la conférence. Un atelier qui s'appelle... Le thème « Imaginons aujourd'hui comment vivre et habiter le monde ».
Il va être animé par 2 représentants de l'Institut des futurs souhaitables, Florence Bénudeau-Chassin et Loïc Fayet. Ils sont là. Hein. Voilà Florence et Loïc. Je l'ai perdu. Ah, il est à l'autre bout. Ah, c'est déjà une technique, ça. Alors, pour se présenter, ils ont une définition. Ils sont conspirateurs et conspiratrices du positif. C'est ça ? Positif, pas du positif, positif. Hier, on nous a appris à être des infiltrés, des évadés dans la première, ou des militants et des méditants. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons devenir des conspirateurs du positif. Voilà. Donc, c'est le programme. Et ce que je vais vous demander, après l'intervention de Laurence, c'est 15 minutes de pause, 10 minutes si vous le souhaitez, parce qu'on a une séance d'animation assez longue, d'au moins 2 heures, hein, jusqu'à 19 heures. Donc ça ne fait pas tout à fait 2 heures. Donc en réalité, c'est quelque chose qui doit tenir en 3 heures, mais là, avec l'agilité de nos participants, on va le faire tenir dans un temps plus court. Je vous demanderai de prendre la chaise sur laquelle vous êtes assise et de la mettre contre le mur. Donc on va dégager complètement l'espace et faire la pause. Est-ce que c'est clair, mes consignes ? Ça vous va ? Je vous retrouve à la fin de ce forum collaboratif pour d'autres précisions importantes concernant ce soir et la journée de demain. Merci. À toi, Laurence. Là. Merci, Georges. Et on l'applaudit à nouveau. Merci d'être là pour m'écouter et pour participer ensuite au forum, à l'atelier proposé par l'Institut des futurs souhaitables. Je suis très honorée, très heureuse d'être là, d'abord parce que vous êtes là, donc ça me fait plaisir. Et donc je suis honorée de votre présence et puis très pleine de gratitude pour Frédéric qui m'a proposé d'intervenir, Frédéric Rochet, et Elisabeth Blondeau-Giraud qui est la vigile, l'observatrice, la tisseuse, la repéreuse de propos, de paroles, d'idées, d'initiatives. Et tu m'avais en 2016-2017, Elisabeth, repéré à travers mon livre Le Coming Out spirituel. À l'époque, tu m'avais demandé d'intervenir. Je t'en remercie et tu ne cesses de faire ce travail qui est un travail précieux de tissage de liens dans la droite ligne de la raison d'être du forum. Voilà, donc vraiment, merci. Alors, c'est quoi le titre de ma conférence ? Ah ouais, c'est écrit. L'heure de la métamorphose, être ensemble les créateurs et créatrices du futur. C'est un thème que je connais bien puisque c'est un thème, c'est mon thème de vie, quoi. Enfin, je cherche, hein, je connais pas, mais je cherche dans ce domaine-là. Et là, bien sûr, je me suis dit, mais comment je vais tirer le fil ? Parce qu'en fonction des lieux, des endroits, on ne raconte pas l'histoire de la même manière. Je ne savais pas bien, à la fois je savais comment faire, et puis on l'a préparé avec Frédéric et Elisabeth, et puis en même temps, à un moment donné, il faut choisir. J'ai jeté des dessins sur des slides. Pas n'importe comment. Normalement, il y a une cohérence. Donc, je vous propose de me suivre de visuel en visuel, et puis on va arriver je ne sais où, assurément à une pause de 15 minutes pour faire ensuite l'atelier. Alors, l'heure de la métamorphose, être ensemble les créateurs et créatrices du futur. Non, c'est pas du tout ça. Mais non. Ben là, vous voyez tout. Alors, dans le genre teasing, je suis très mauvaise. Non, c'est là, il ne faut pas le voir. Bon, allez, on recommence. Fermez les yeux. Alors, je remets ça. Et là, voilà. Alors, 2 mots sur moi, d'où je parle. Ça, c'est une expression que j'ai appris il y a 25 ans environ, quand j'ai commencé mes premières réunions associatives, militantes, citoyennes. J'ai compris, et j'ai compris l'intérêt, de dire d'où on parle, qui suis-je. Je parle de mon histoire de vie, puisque ma vie est avant tout nos vies. Ce qu'on raconte, c'est nos histoires de vie. Donc moi aussi, en cela, c'est pas très original.
La caractéristique de ma vie, aussi loin que je me souvienne, petite déjà, c'était que je me posais deux questions. La première, c'était qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je dans ce monde? Que je trouvais bizarre petite. Et l'autre, c'était quel est ce monde dans lequel je suis née? Je vais pas trop parler du qui suis-je, je vais plutôt parler, en tout cas dans un premier temps, de quel est ce monde dans lequel je suis née. Je suis allée comme tout le monde à l'école, au collège, au lycée, à l'université, avec des ratés, des rattrapages. J'ai fini en faculté d'économie, mais j'étais intéressée que par la sociologie et la psychosociologie en économie. Et mon diplôme en poche, j'ai continué à avancer dans le domaine du management, des ressources humaines et du conseil. Ça c'était la voie tracée que proposait le système. Mais je ne comprenais pas bien le monde et j'ai cherché à travers des lectures. J'ai rencontré des personnes par livre interposé, puis après en vrai, parce que j'ai voulu les rencontrer, toutes les personnes que je lisais. J'ai rencontré Henri Laborie. Ceux qui sont de ma génération savent qui était Henri Laborie peut-être. Un homme formidable qui avait dit beaucoup, qui avait tout dit avant l'heure, enfin, qu'il avait parlé du stress, il avait parlé du burn-out, il avait parlé de l'organisation sociale, il avait parlé des rapports de domination, il avait dit énormément de choses. Et Henri Laborie, j'étais passionnée, je n'étais pas biologiste, mais j'ai lu tout, Henri Laborie, je crois bien. J'ai cherché à comprendre, à chercher, et j'ai découvert qu'Henri Laborie faisait partie, dans les années 68, d'un groupe qu'on appelait le groupe des 10. Et dans ce groupe des 10, il y avait Edgar Morin, il y avait Michel Serres, il y avait René Passé, un économiste, il y avait Jacques Robin, qui était l'animateur et l'impulseur. Donc un groupe d'intellectuels, des hommes. Il y avait une femme, Annie, épouse de Jacques Robin, qui, dit-on, l'histoire le raconte ainsi, faisait bien le café. Mais pas que, je pense. Ah, on est dans les années 68, 70, 76. Hein. Donc le groupe n'existait plus quand je rencontre Henri Laborie, puisque on est dans les années 90. Mais je vais me rapprocher progressivement et en premier de Jacques Robin, qui n'est plus de ce monde depuis 2007, il est parti, qui était un catalyseur, un créateur de liens, Pygmalion, et il a trouvé que ce que je racontais, c'était pas complètement idiot. Qu'est-ce que je racontais? Alors, il faut comprendre que c'était un groupe qui travaillait sur la transversalité, le décloisonnement. C'est dans ce groupe qu'Edgar Morin, pour la première fois, prononcera le terme de pensée complexe qui... Si vous connaissez Edgar Morin, le sociologue, l'œuvre d'Edgar Morin, c'est la pensée complexe. Je vais en parler un peu, c'est pensée complexe. Voilà, donc c'était un groupe très, très inspirant pour eux-mêmes et puis pour toutes les personnes qui les côtoyaient et qui les lisaient. Et moi, j'arrive donc 20 ans, 30 ans après, ouais, bon, longtemps après, et hop, j'ai 25 ans de moins qu'aujourd'hui. Et voilà, et je dis à Jacques, mais il ne peut pas y avoir de transformation collective, transformation sociale, celle pour laquelle vous militez, vous œuvrez, sans transformation personnelle. J'avais appris ça à travers ma propre histoire. Je vous rappelle que mes deux questions, c'est qui suis-je et quel est ce monde dans lequel je suis née. Je crois que dans la vie, on ne fait que essayer d'avancer sur les propres questions que l'on se pose. Et il trouve que c'est une bonne idée. Il y a à côté de lui un philosophe et économiste qui s'appelle Patrick Vivray, qui trouve aussi que c'est une bonne idée. Il y a quelques autres personnes, à la fois des intellectuels, des praticiens. Et nous allons monter le projet Interaction, Transformation personnelle, Transformation sociale. On est en 2001. Il ne peut pas y avoir de transformation collective sans transformation personnelle. Et en même temps, la transformation personnelle seule ne suffit pas. Comment on fait l'interaction entre les deux? Et il y a là aussi Edgar Morin, puisque je vous ai dit, il faisait partie du groupe des 10. Et Edgar trouve l'idée très bonne aussi. Il l'a portée. Je l'interviewe à ce moment-là. Et le titre de l'article, c'est « La réforme de la pensée » qu'il préconise. Edgar a 102 ans aujourd'hui et il continue d'œuvrer pour la réforme de la pensée. La réforme de la pensée ne peut pas faire l'économie de la réforme de l'esprit au sens mental. Et celle-ci ne peut pas faire l'économie de la réforme de l'être. Et moi, waouh, il a prononcé le mot « être », je suis toute contente, mes copains, copines aussi, nous allons nous engouffrer dans cette porte. Et en fait, quand on travaille sur l'interaction entre la transformation personnelle et la transformation sociale, ça peut devenir évident. Depuis,
dans les années 2010, à ce moment-là, dans le paysage associatif, militant, citoyen français, naît par exemple l'Université du nous qui va travailler sur le jeu et le nous. Il y a le mouvement des colibris avec Pierre Rabhi qui va commencer à naître, et Pierre Rabhi va préconiser, comme vous le savez, la révolution intérieure. Lui, il affiche carrément que la révolution personnelle intérieure est première par rapport à la révolution collective, à l'évolution collective, ce que nous, on ne faisait pas. Nous, on était plus normand. Oh, c'est Nini. Bon. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est inspiré par Edgar Morin, on regarde le lien. Et c'est ça la pensée complexe, c'est travailler sur les liens. Ce que fait Edgar Morin à travers la pensée complexe, c'est nous inviter à faire des liens, c'est nous inviter à décloisonner. J'ai écrit un livre en 2007, juste avant son départ, avec Jacques Robin. C'est en fait plus son livre que le mien. C'est un livre testament, mais j'adhère à ce qui est écrit, presque tout. Et un homme merveilleux, c'est juste pour le plaisir de le citer. Si vous ne le connaissez pas, vous allez l'oublier. Mais René Passet, un économiste formidable, qui dans les années 60-70 déjà parlait de l'importance de l'écologie et l'incompatibilité entre une économie qui est un jeu à somme finie et l'écologie qui est infinie. Et il y a une incompatibilité de base entre l'économie d'aujourd'hui et l'écologie. Enfin, il avait dit plein de choses lui aussi. En fait, on fait que tous on fait ça au fil des générations. On reprend des idées qui existent. Voilà, donc l'urgence de la métamorphose. Et dans ce livre, il y a donc une postface, il n'a pas la préface, une postface d'Edgar Morin, où il dit que la métamorphose, c'est quoi? Vous avez sûrement votre définition de la métamorphose. Il dit que c'est une révolution qui se révolutionnerait elle-même en permanence. À la Edgar Morin, il n'y a pas de « ou », il n'y a que des « et », tout est lié, est en interaction dans la pensée. Et il dit la métamorphose qui nous attend, ou plutôt que nous attendons, est et sera unique, singulière. On ne peut discerner avant ce qui sera après, mais l'après ne sera pas l'avant en gigantesque, il sera nouveau. Et voilà, on est à ce moment-là de l'évolution de la société, de la civilisation. Alors, est-ce que c'est un moment qui va durer 1 an, qui va durer 5 ans, qui va durer 10 ans, qui va durer 100 ans? On ne sait pas bien. Hein. Mais on est à ce... Et puis, dans quel sens on va se métamorphoser? On ne sait pas bien non plus. Mais on est à cet endroit-là où quelque chose est radicalement bousculé. Alors, pour l'anecdote, Edgar Morin, à cette époque-là, en 2007, me remercie parce qu'il me dit « Oh, merci de m'avoir donné le mot métamorphose, Laurence. » C'est pas vrai du tout, hein. Il avait oublié, c'est lui qui me l'avait donné, mais je suis très fière de ça. Et après, il l'a utilisé. Alors, voilà d'où je viens, voilà qui je suis. Et parallèlement, je continue à travailler sur le « qui suis-je ». Je vais en parler après. Alors, voilà. TPTS, transformation personnelle, transformation sociale. Là, j'ai jeté 3 dessins. Un que j'utilise depuis 25 ans. C'est cette mini BD de cette... Ah oui, ça gêne. Merci beaucoup. Là, j'ai toujours trouvé très parlante. Elle illustre bien les résistances, nos résistances au changement. Comment on peut s'entêter alors qu'il suffirait de prendre un peu de recul, de lâcher prise pour voir autrement le paysage et voir que, somme toute, il y a d'autres voies possibles. On ne s'entête pas pour les mêmes choses les uns les autres, mais on s'entête tous sur quelque chose ou sur plusieurs choses. Et souvent, c'est inconscient. On ne se rend même pas compte qu'on s'entête. Mais ça fait partie de la transformation personnelle. Et qui peut rendre, du coup, la métamorphose difficile. Le changement, on ne va pas parler de métamorphose. Le changement, la transformation difficile. Enfin, on s'arc-boute. On s'arc-boute sur quelque chose. Le deuxième, j'aurais pu prendre le dessin aussi, vous savez, où il y a un 6 et un 9, et en fonction de l'endroit où on se place, on va avoir soit un 6, soit un 9. Là, c'est un dessin un peu plus complexe. Tous les deux ont raison. Comment on va régler ça? Comment on va pas faire du ou, mais du et. Oui, il y en a à la fois 3 et 4, là, des bâtons. Les deux. Ça, c'est de la complexité. Et puis, il y a notre état naturel d'être humain, qui a oublié de vivre au présent et qui se projette dans le futur et qui a tendance à se projeter négativement, à projeter ses peurs aussi. Et donc on s'inquiète, on stresse. Les études, et c'était un monsieur qui s'appelait Perls, un sociologue, qui avait
analysé les causes de stress et il s'était aperçu qu'en fait, c'était très, très minime les véritables causes de stress. On avait peur de ce qui s'était déjà produit, on avait peur que ça se produise, on avait peur de ce qui pourrait arriver, on avait peur, enfin bref, il y a toute une typologie. Et en fait, les véritables causes de stress dans nos vies sont minimes par rapport à tout ce qu'on fantasme. Sauf que nous sommes comme ça, nous, êtres humains. Et quel que soit notre degré de savoir, quel que soit notre degré d'éveil ou de pseudo-éveil, d'avancement sur le chemin de la transformation personnelle, on a à chaque fois ces barrières-là, c'est comme des freins invisibles. Donc voilà ce sur quoi on travaillait, et prise de conscience de ça à l'époque. Gardons ça en tête parce que ça existe hier à la conférence inaugurale, je vais l'appeler comme ça, l'Agora d'hier. On a évoqué le PFH, il y a un gros mot dedans, mais je vais quand même le dire, le putain de facteur humain. Moi, c'était Patrick Vivray qui disait souvent ça dans les groupes, hein, le putain de facteur humain. Il vient beaucoup de là. Ah, c'est pénible. D'accord. Pénible facteur humain. Merci, Christine. Voilà, mais on est aussi comme ça. Et je le trouve poétique, ce dessin, beau comme tout. On a beau s'entêter, on a beau avoir peur, on sent bien qu'il y a autre chose quand même. Et on a envie de déployer nos ailes. Mais on ne dit pas qu'on a des ailes, on dit qu'on a rêvé d'elles. J'ai encore rêvé d'elles, vous vous souvenez de la chanson, pour ma génération. Voilà, et une pensée pour la chanteuse qui a disparu tragiquement. J'ai encore rêvé d'elle. Voilà, donc on est à la fois arc-bouté et en même temps on a un désir d'élévation. À l'époque, jusqu'à il y a pas très longtemps, on ne parlait pas de spiritualité hein, dans interaction, transformation personnelle, transformation sociale, qui n'existe plus en tant que telle d'ailleurs, mais peu importe, l'idée existe toujours, parce qu'il y a 20 ans, on ne prononçait pas les mots spirituels, on ne prononçait pas le mot âme, on n'était pas sur ces registres-là. Ça a très très vite évolué. Hein. Aujourd'hui, ce sont des mots qui font partie de notre vocabulaire. À l'époque, on ne pouvait pas trop. J'ai encore rêvé d'elle. Alors, cette articulation entre le je et le nous évolue. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 20 ans, on a tous travaillé sur nous. Beaucoup, beaucoup, on a travaillé sur nous. Collectivement, on a appris des méthodes de gestion de projet, des méthodes de réunion, pour calmer l'ego. Hein, on a travaillé sur une discipline qu'on appelle parfois l'égologie. Hein, pour faire de l'écologie, il faut faire de l'égologie préalablement. Donc on a quand même tous fait de l'égologie et on a progressé. On a développé beaucoup de techniques de coopération, la communication non violente, même si on ne s'est pas formé à la communication non violente, tout le monde sait que ça existe et qu'il y a des manières d'être en communication douce avec les autres. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé sur l'intelligence collective, les facilitateurs, les transitionneurs, les conspirateurs positifs. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez le tissu citoyen. Moi, ça fait 20 ans que je rencontre des associations qui se mettent en réseau, des réseaux qui se mettent en réseau, des réseaux qui se mettent en méta-réseau, puis les méta-réseaux qui disent qu'il ne faut pas faire des réseaux, il faut faire des archipels. Enfin, c'est incroyable comme le tissu citoyen est vivant. Il est sous les radars médiatiques, hein, on ne le voit pas forcément, mais il y a une vitalité immense, avec des idées, alors ça on en a, mais de plus en plus des passages à l'action, de plus en plus le respect de principes de communication qui permettent de bonnes régulations. On a incroyablement grandi en 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le PFH toujours, mais ça a beaucoup bougé. Donc ça a bougé, puis ce qui a bougé aussi, et ça on n'en parlait pas, mais là du coup maintenant on en parle de manière accélérée, c'est des notions comme l'intelligence intuitive et spirituelle, les champs d'énergie. J'ai marqué Global Consciousness Project pour m'en souvenir, ça c'est mon aide-mémoire à moi. Et l'attracteur étrange, ça c'est un peu mon dada. On parle d'autres choses et là il faut que je fasse une pause, pour une pause par rapport au visuel, pour vous raconter. Donc vous voyez qu'on a beaucoup ensemble travaillé sur la dynamique, sur les interactions. On a gagné en maturité relationnelle, on a gagné en intelligence collective. On ne se comporte plus comme avant quand on est dans des groupes, même si bien sûr il y aura toujours celui ou celle qui. On n'est plus sur les mêmes fréquences.
je vais dire vibratoirement, quelque chose a changé. Moi, je continuais à travailler sur mon qui suis-je, et mon qui suis-je à titre personnel, il m'avait amené, je vous l'ai dit, d'abord à la sociologie, à la psychosociologie, puis à toutes les techniques d'intelligence collective, de relationnel en groupe. Oui, il m'avait amené là, et j'ai pris beaucoup de plaisir pendant des années à faire ça. Mais à titre personnel, il commençait à m'amener ailleurs. Il m'amenait vers, je veux dire, un autre état vibratoire. Il m'amenait vers d'autres centres d'intérêt. Il m'a amené vers une quête de lumière. Je vous passe le pourquoi du comment. Il m'a amené vers, en fait, mon chemin de vie, m'a amené progressivement. Déjà, quand on est sur l'émotionnel, on commence à entrer dans l'invisible, parce que les émotions sont invisibles. Quand on est en gestion de projet et qu'on crée, on est dans l'invisible, parce que le projet n'existe pas tant qu'on ne l'a pas réalisé. Donc, tout ça, c'est l'invisible, mais mon invisible à moi, il m'amenait encore plus loin, dans un invisible peut-être encore plus invisible, qui est l'invisible vibratoire, l'invisible énergétique, l'invisible de la lumière. Et mon expérience à moi, je ne fais aucun prosélytisme par rapport à ça, c'est la découverte de l'esprit, je crois, du champ de l'esprit, de la puissance de l'esprit. C'est la découverte des voyages par l'esprit, c'est la découverte de messages reçus, de rencontres avec des êtres de lumière, c'est la rencontre qu'on peut appeler des anges, parce que tellement ils sont beaux. C'est la rencontre aussi, on pourrait les appeler des extraterrestres, c'est une espèce de fraternité de lumière, c'est l'amour, c'est beaucoup l'amour, c'est aussi des ruisseaux d'énergie, c'est des ruisseaux de lumière, quand la lumière tombe, on reçoit beaucoup de lumière dans mon monde à moi, et ça c'est parce que j'ai cheminé sur le qui suis-je à ma manière, hein. Je ne dis pas que tous les mondes sont comme ça. Dans mon monde à moi, il y a énormément de lumière. Mais mon monde à moi, il est ici, hein, sur la Terre. Sur la Terre, nous recevons énormément de lumière. Et dans mon monde à moi, cette lumière s'appelle l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le PFH. Hein. Il y a le PFH toujours. Mais on reçoit beaucoup. On reçoit beaucoup de ces êtres de lumière. Et donc moi, c'était mon expérience. Et je disais, waouh, mais c'est essentiel, communiquer avec les animaux, communiquer avec l'arbre, rencontrer. Et ça, pour moi, c'était le réel. Et je sentais bien, hein, j'ai bien senti tout au long de mon chemin qu'il y avait une limite dont on ne pouvait pas parler. Je vous l'ai dit, en 2000, on ne prononce pas âme et spiritualité. Donc ce que je viens de vous dire, je ne le dis pas en 2000, surtout pas. D'abord parce que je ne me serais peut-être pas autorisée, j'étais moins avancée. Mais même si j'avais vécu tout ça, je ne l'aurais pas dit. Parce que sous suspicion sectaire ou suspicion de schizophrénie. Mais moi-même, j'ai peur d'être schizophrène. Bien sûr, à un moment donné, quand on est tout seul à avancer sur ces chemins, on peut avoir cette peur-là. Et on n'en parlait pas. Et je testais un peu, est-ce qu'on ne pourrait pas parler? Et un ami psychologue, un grand psychologue qui faisait beaucoup de choses dans le domaine de la transformation, m'a dit, mais non, là, Laurence, tu deviens mystique, ça, on ne peut pas en parler. Oui, mais ça, c'est pas l'être. On travaille quand même sur l'être, sur l'équilibre. J'ai encore rêvé d'elle. Et j'ai trouvé des ailes. Je ne peux pas le dire. Ça n'a pas droit de citer, ça, dans la pensée. Ça n'a... Non, Laurent, ça c'est mystique, on ne va pas dire ça. On a déjà assez de travail à faire avec le psychologique. Ah bon. J'ai envoyé aussi un manuscrit que j'avais écrit qui parlait de tout ça à un autre grand psychologue. Il m'avait dit, Laurent, je vous souhaite beaucoup de succès pour la publication de votre ouvrage. Il avait lu mon livre. Il ne m'a pas aidé à trouver un éditeur, mais il avait quand même lu mon livre. Et donc c'était gentil, c'était réellement très gentil. Et à la main, il a rajouté, son mot était manuscrit, mais vous savez, il y aura toujours un tabou en ce qui concerne l'être humain. Hein? Mais j'ai rêvé d'elle, je ne peux pas le dire. J'ai trouvé des ailes, je ne peux pas le dire. Non, je ne pouvais pas le dire. Hein. Là, c'était encore il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut le dire, sauf que il n'y a pas très longtemps, Edgar Morin, vous avez compris que je connais Edgar Morin depuis 25 ans, et puis c'est vraiment un maître à penser pour moi, j'ai une infinie gratitude pour son œuvre. Il nous invite à penser le monde en mouvement. Il a mis de la systémique, de la danse dans la pensée, dans les idées. C'est ce qu'il a fait est magique, je trouve, à mes yeux, dans le mental. Il a assoupli le mental, il fait danser le mental, Edgar Morin. Et il est sensible, bien sûr, à la conscience et à toutes ces choses-là. Et au fil des années, il m'a toujours dit, Laurence, envoyez-moi ce que vous faites, ça me fait plaisir de vous suivre. Et
là, plus récemment, je lui ai envoyé voilà, sur l'invisible et puis je lui demandais... Bon, bref, il était clair qu'il ne pouvait pas me suivre sur ce terrain. Il m'a dit non, là, Laurent, je ne peux pas vous suivre parce que... Comment il m'a dit ça? Les illusions de l'esprit. Les illusions de l'esprit. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas du tout dans ce registre-là. Je ne dis rien de... Mais je me suis dit, mince, on va s'arrêter alors. On va s'arrêter parce que moi, je veux aller les explorer, ces illusions de l'esprit. Alors peut-être c'est des illusions, mais est-ce que notre mental n'est pas une illusion aussi? Est-ce que tous les systèmes qu'on construit n'est pas une illusion? Est-ce que nos émotions qu'on ressent ne sont pas des illusions? Il me semble que la seule non-illusion qui existe, c'est qu'on a bien un corps de chair, ça on peut le toucher, et qu'il y a bien des plantes, un jardin magnifique, et oui, ça c'est du réel. Mais tout le reste, est-ce que tout le reste, ce n'est pas une illusion qui nous donne l'impression d'être réel à la hauteur de nos 5 sens? Et si on avait un 6e sens, est-ce qu'on ne verrait pas tout autrement? Si, certainement, peut-être. Et donc, nous arrivons aujourd'hui, en tout cas, là, ce que je vous raconte, c'est l'histoire d'une pensée, parce que je ne suis pas toute seule, hein. On est nombreux à réfléchir à tout ça. Aujourd'hui, on fait des groupes de réflexion sur ces sujets. On arrive à un moment donné où une certaine pensée qui est allée est magnifique, pleine de gratitude, je le répète, à un endroit le plus avancé de l'humanisme, n'a pas envie ou ne peut pas ou ne souhaite pas intégrer pour se régénérer ces dimensions de l'invisible, du sensible, du vibratoire. Alors même que la science, la nouvelle science, science quantique, science post-matérialiste, nous dit que ce vibratoire existe, nous dit que le vide n'est pas vide, nous dit que nous vivons peut-être qu'il existe des multivers. Mais il y a une pensée, comment on fait pour régénérer la pensée la plus belle que nous ayons, la plus belle en sens de pensée de paix, pensée de bonté, de ces dimensions-là. Le truc, c'est que ces dimensions-là, on ne peut avoir envie de les intégrer ou de les porter, d'en parler, que si on en a fait soi-même l'expérience. Parce que si on n'en a pas fait l'expérience, on ne sait même pas ce que c'est. Et on parle des langages différents. Et on parlait hier, toujours à l'agora de lancement, hier soir, la conférence inaugurale, des militants et des méditants. Et puis il y a aussi des militants méditants. Mais voilà, on peut avoir des militants qui se battent dans l'engagement sur la Terre et des méditants qui, eux, vont faire cette expérience. Et il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, sauf que tout se passe comme si... Et les chemins de vie, ils sont tous super, donc on a le droit d'être où on veut. Mais tout se passe comme si, aujourd'hui, il y avait celles et ceux qui avaient fait l'expérience du sensible, du subtil, qui est une expérience spirituelle. Nous sommes ici au Forum 104 dans un lieu qui invite à l'expérience spirituelle, et ceux qui ne l'ont pas fait. Et je constate que nous ne parlons pas la même langue. Je constate qu'on ne peut pas se comprendre complètement, sauf, c'est pas vrai ce que je dis, sauf quand on est dans les relations simples du quotidien et qu'on est relié de cœur à cœur pour faire des choses toutes bêtes, la cuisine, la vaisselle, le jardin, s'occuper des enfants. Là oui, là on est relié de cœur à cœur et quelle que soit notre expérience du spirituel et du sensible, on est sur la même longueur d'onde. En fait, si on devait véritablement s'aimer les uns les autres, je crois qu'il faudrait qu'on arrête de penser, il faudrait qu'on arrête d'expérimenter, il faudrait que tous qu'on fasse la cuisine, la vaisselle, le jardin, qu'on s'occupe des enfants, qu'on joue avec eux et accessoirement qu'on aille travailler, mais à des choses sympas, de l'artisanat avec amour. Voilà, revenir à quelque chose de simple. Donc on est... Le dialogue passe par une grande simplicité. Simplicité de l'être. Voilà, donc... Alors aujourd'hui, il fallait que je fasse une pause et je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je vais aller vite là. Intelligence intuitive et spirituelle, on en parle. Il y a un livre qui va sortir, vous avez peut-être vu le film de Valérie Seguin, l'intelligence intuitive et spirituelle au travail, qu'il a vu, qui connaît ce film. C'est un beau film. Il y a quelques années, il n'y aurait pas eu
Elle n'aurait pas pu faire ça, mais là, son film a énormément de succès. Et là, nous venons d'écrire, j'ai collaboré avec elle à l'écriture du livre L'intelligence est spirituelle au travail, avec de très nombreux témoignages de dirigeants, de managers, d'experts, de praticiens qui témoignent de l'importance de leur cheminement spirituel dans leur pratique, y compris professionnelle, de gouvernance, de management, de dirigeants. Et qui disent en quoi ça change en fait les rapports. Parce que quand je dis que dans mon monde à moi, il y a des ruisseaux de lumière qui descendent sur nous, en pluie de lumière fine, c'est très très belle, et que cette lumière est amour, moi je l'exprime comme ça, mais le point commun, c'est que le chemin spirituel, il conduit à l'amour. Donc forcément, nos pratiques dans le monde sont différentes. Je pense que Pierre Rabhi avait raison, révolution intérieure avant la révolution sociale. La première révolution est une révolution intérieure. La véritable métamorphose, c'est une métamorphose de nous-mêmes, c'est une métamorphose du regard qu'on porte sur soi et sur le monde. En tout cas, expansion vibratoire, voilà. Champ d'énergie, les champs d'énergie, oui. Alors, Global Consciousness Project, c'est, oui, nous baignons dans un champ d'énergie, voire un champ d'information, voire un champ de conscience. Et les attracteurs étranges, j'en parlerai après. Voilà. Et je vous disais, en fait, s'il y a un endroit où on peut se parler, quoi qu'il arrive, c'est quand on lâche son mental, quand on lâche ses émotions, en fait, quand on lâche ce cerveau-là, qui est dans la tête, quand on lâche le cerveau qui est dans le ventre, qui est le cerveau émotionnel. Parce qu'on a des neurones là, on en a là aussi. Et c'est officiel, nous avons aussi des neurones dans le cœur. Donc on débranche les deux là et on ouvre juste le cœur. Le cœur, à ce propos, il y a un très bel ouvrage de Laurence de la Baume, La contagion du cœur. Et Laurence, dans ce livre, explique plein de choses, et notamment que le cœur est capable de recevoir 5000 et de traiter 5000 fois plus d'informations que notre tête. Et notre véritable premier cerveau, en tant qu'humain sapiens, c'est-à-dire humain sage, est en réalité le cœur. Sauf que on a mis le mental en premier au pilotage et que le mental fait blocage avec le cœur. Donc le travail qu'on a à faire, c'est d'ouvrir notre cœur, de libérer notre cœur. Et je sais, il y en a beaucoup que je ne connais pas, il y en a beaucoup que je connais dans l'Assemblée. Donc quand je vois des sourires ou des regards, voilà, je sais que nous comprenons, même si vous ne diriez pas les choses tout à fait comme moi. Alors, le cœur, voilà. En fait, là, ça, c'est des extraits d'un petit film. C'est un dessin animé, des images de synthèse. J'ai extrait des photos d'un petit film de l'Institut Hartmann qui travaille sur la cohérence cardiaque. Là, c'était pour symboliser la manière dont le cœur s'active. La dame, elle est en train de regarder la photo de sa fille ou d'une petite fille. Elle est très, très touchée. Et là, ça réveille, ça ouvre son cœur, ça réveille l'amour. Et il y a quelque chose qui se passe. Il y a un champ d'énergie qui commence à se créer avec une énergie qui vient de plus haut. C'est spirituel, de plus haut au sens d'une sorte de source. Enfin, on capte de l'énergie positive. C'est ça le symbole du plus haut. Et puis cette énergie, elle circule aussi entre nous de cœur à cœur. Elle circule. Et ce sur quoi j'insiste, c'est que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une vraie énergie. Elle circule entre nous quand on se parle, quand on se console, quand on s'aime. Elle circule. Elle est là, cette énergie, en ce moment. On ne la voit pas, mais elle est là. Et puis, elle est là quand on est bien, quand on a travaillé, allez, je vais le redire, à titre personnel, quand on a quand même essayé de dépasser son PFH et que ça se passe bien, dans la simplicité du quotidien, et ben ça circule. Et on rayonne cette énergie, on partage cette énergie, on fertilise cette énergie mutuellement. C'est ça qui se passe. Et puis, on peut continuer à travailler par la méditation, par le yoga, par des pratiques, celles que vous voulez, pour continuer à ouvrir son cœur et activer ce champ d'énergie qui est notre champ d'énergie, qui lui aussi s'apprécie, se mesure. Alors, on n'a pas besoin, quand on expérimente, on n'a pas besoin de preuves scientifiques, mais les scientifiques vont sur ce terrain-là, ça rassure ceux qui ont un cerveau gauche bien accroché. C'est ça qui se passe, c'est-à-dire que là, si on faisait un exercice de détente, d'ouverture du cœur et de rayonnement, on augmenterait notre champ vibratoire. Vous pouvez le faire. Vous voulez le faire? Regardez. Vous arrêtez de m'écouter parce qu'on s'en fiche complètement de ce que je raconte. Vous arrêtez de me regarder parce qu'on s'en fiche complètement. Et juste,
vous vous posez bien sur la chaise, détendu. Pour celles et ceux qui me croient, pour celles et ceux qui le croient, pour celles et ceux qui croient les images, juste imaginez qu'on est là, somme toute, hein, poussière d'étoiles, là aujourd'hui au Forum 104, dans ce merveilleux lieu qui est un creuset, un activateur d'intelligence multidimensionnelle. C'est à la fois de l'intelligence intellectuelle et de l'intelligence du cœur et de l'intelligence émotionnelle qui est ici, dans ce lieu, dans ce creuset. Et vous avez décidé, voilà, nous avons décidé aujourd'hui d'être là. Voilà, et ben on est juste là en fait, on est tous pareils, on est là. Voilà, vous pouvez prendre une grande inspiration ou petite inspiration, en tout cas une inspiration de détente. Voilà, et conscientisons que nous sommes cette énergie et que nous avons cette capacité à partir de notre cœur qui s'ouvre, de recevoir la belle énergie, parce que le cœur reçoit la belle énergie, toute la belle énergie qui est autour de nous, et que nous avons le pouvoir par notre intention de la renvoyer. C'est l'intention qui renvoie l'énergie, l'intention qui accepte de recevoir et l'intention qui renvoie. Ces phénomènes-là sont réellement agissants. Les expériences, notamment à l'Institut Hartmann ou d'autres, montrent que des personnes qui méditent sur des objets précis, des situations précises, arrivent à distance à améliorer des situations. Voilà, je vais vous inviter à revenir avec moi. Cette énergie est là et on peut la faire grandir et on peut imaginer ces champs d'énergie, ces corps d'énergie. Voilà. Et si vous avez les yeux ouverts, de reliance en reliance, de cœur à cœur, d'énergie à énergie, de vibration à vibration, c'est toute la Terre qui en bénéficie. Ce qui est une étape, alors les phrases, c'est les phrases du film, mais je vais citer celle-là, ce qui est une étape majeure vers une cohérence sociale et globale. Nous sommes de plus en plus conscients de ce processus. Nous sommes de plus en plus nombreux et de plus en plus conscients à savoir que notre état d'apaisement génère autour de nous, et de proche en proche sur l'ensemble de la planète, un état d'apaisement. Bien sûr, on ne sait pas à quel moment vont arriver les fractures, les ruptures, et il y en a. Hein, une colère, une guerre, c'est une disharmonie vibratoire. Mais nous sommes comme les musiciens d'un grand orchestre. Nous sommes en train d'apprendre à utiliser l'instrument de musique que nous sommes. Et nous jouons de mieux en mieux. Réellement, nous jouons de mieux en mieux. C'est moi qui le dis parce que je le crois. Oui, mais pas que. Les mesures vibratoires sur la Terre le montrent aussi. Alors, on peut tomber à un endroit de disharmonie. Hein, mais on se recentre. Et voilà. Donc, on peut faire ça. Le visuel suivant. Voilà. Et c'est toute la Terre qui, peut-être, le rayonne dans l'univers. Ça, c'est une image tirée du film Samadhi, très beau film de Samadhi sur le chemin spirituel initiatique et pas la mort de l'ego, mais le calmage de l'ego. L'égologie poussée. C'est de l'égologie poussée spirituelle. Voilà. Et les attracteurs étranges, c'est quoi ? Alors, avant qu'on parle du quantique, avant qu'on parle du post-matérialisme, avant qu'on parle de vibration, il y a tout un courant scientifique qui a beaucoup inspiré les penseurs, philosophes, sociologues. C'était la théorie du chaos. C'était le début des sciences de la complexité. On est dans les années 80-90 et notamment la théorie du chaos. Elle est magique, cette théorie du chaos. La théorie du chaos, elle dit que y a le chaos. Hein, d'accord, à des moments, le système, l'ordre disparaît, donc c'est l'annonce d'un nouvel ordre, mais on ne sait pas quel sera le nouvel ordre. Donc pour nous qui sommes dans le système, évidemment, c'est très inconfortable. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, les scientifiques observent qu'il va y avoir des points, des objets dans le système qui n'existaient pas avant, ou en tout cas, ils ne se voyaient pas, et qui, peu à peu, vont fédérer un nouvel ordre autour d'eux. Et si on laisse faire le système, cet ordre est harmonieux. Si on laisse faire le système, l'ordre est harmonieux. Ces objets, ces points qui catalysent et fédèrent, ils les appellent des attracteurs étranges.
Ils sont attracteurs parce qu'ils attirent, étranges parce qu'on ne sait pas pourquoi et à quel moment dans le système en chaos ils vont apparaître. Si on laisse faire, ce qui suit est harmonieux. Et ça fait comme des spirales. Dans les systèmes complexes, observez. Nous, on est un système très très complexe, le système social. Mais par analogie, on peut penser que à une certaine échelle, c'est ce qui est en train de se produire. Et plus nous entrerons, comme c'était dit hier, dans la danse du chaos, plus nous danserons dans le chaos, plus nous comprendrons que le chaos est un espace vibratoire pour danser, plus certainement ces attracteurs vont pouvoir émerger et le nouvel ordre va apparaître. Pour ce qui me concerne, et c'est vraiment ce que j'essaie de faire, et en fait ma vie, c'est ça, c'est que pour penser ce nouveau, ce demain, cette métamorphose et l'après-métamorphose, je pense, je crois, je suis convaincue que nous avons besoin d'intégrer un nouvel ingrédient dans nos manières de penser. Ce nouvel ingrédient, c'est donc ce que nous apprend la physique quantique, la science post-matérialiste, l'expérience spirituelle. Nous sommes des expérienceurs. C'est cette dimension invisible, pas juste comme une belle idée, mais comme une réalité. Nous sommes cela. Nous ne sommes pas que des êtres qui rêvons d'ailes, nous sommes des êtres avec des ailes, sur un certain plan. Voilà, ça c'est pour sourire, parce qu'on parlait de métamorphose. Et avec des cellules imaginales, vous savez ce que sont les cellules imaginales, bien sûr, la chenille a en elle des cellules, en fait c'est plutôt des disques, ce qu'on appelle des disques imaginaux, donc ça on l'a appelé cellules imaginales, mais c'est plutôt des disques, qui sont des cellules à l'état de repos. Et quand le processus de métamorphose va commencer, parce qu'il est l'heure, qui a décidé qu'il était l'heure, la vie, la nature, elles vont commencer à s'activer, à se relier, et c'est à partir d'elles, de cette reliance, que va naître la nouvelle architecture, la nouvelle structure du papillon. Il y a dans les systèmes naturels des cellules en dormance qui se réveillent au moment où il est l'heure qu'elles se réveillent. Par analogie, aujourd'hui, on dit ceux qui se sont donnés pour mission d'entraîner le mouvement du monde, dans un sens de paix, voilà, aiment penser qu'il y a sur la Terre plein et dans nos mouvements, et ici peut-être au Forum 104, plein de cellules imaginales en train de se relier et se reliant, qui sont en train de créer les belles structures de demain. Ça se passe réellement comme ça pour lisez, les voir, cellules imaginales, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est vraiment des cellules qui dorment et qui se réveillent au moment de la métamorphose. Ça veut dire qu'il y a dans notre société, dans la communauté humaine, dans l'humanité, des ressources insoupçonnées parce que nous ne pouvons pas les soupçonner. Mais elles sont là, endormies. Elles attendent l'heure du réveil. Et peut-être, ce qui est attendu, c'est l'heure de notre réveil. Et après, j'ai quoi? Hop! Ah ouais, là, je vais vous faire un peu de... Je ne sais pas si je le fais, mais c'est super important. Mais je vais finir là-dessus, il ne doit pas me rester beaucoup de temps. Ah non, celui-là, je ne vais pas vous le montrer. Attendez. Ah, ben j'ai tout raté. Alors, je recommence. Je vais là. C'est parce que je vous ai dit, et j'en étais un peu triste, mais en même temps, c'est parce qu'il n'a pas envie, et puis il a bien raison. Mais Edgar Morin, il ne me suit pas sur ce terrain-là. De l'invisible, du vibratoire, du sensible, du spirituel agissant. Oh, mais il me suit à sa manière, mais il ne me suit pas moi, quoi. Mais c'est pas grave. Donc je suis allée chercher d'autres repères intellectuels, parce que j'ai besoin de repères intellectuels. Et j'ai trouvé, je vous les recommande, je sais qu'ici certains les connaissent, 2 personnes qui sont formidables. Luc Biget, qui a été longtemps scientifique et qui est aujourd'hui symboliste, astrologue aussi, auteur. Et si vous voulez connaître Luc Biget, il a écrit un petit livre, L'énigme de ma vie, il est interviewé. Ce livre est un bienfait pour l'âme. Je vous assure que l'énigme de ma vie, c'est un bienfait pour l'âme. Vous le lisez, tout d'un coup, schlac, vous augmentez votre taux vibratoire, vous n'avez même pas compris comment et ni pourquoi. C'est un plaisir, Luc Biget. Et puis, une anthropologue, amie que j'adore aussi, Audrey Chapeau. Et la particularité d'Audrey, c'est qu'elle est anthropologue nouvelle génération et qu'elle intègre l'invisible, le sensible dans son approche. Elle a beaucoup étudié
les peuples premiers et elle ramène dans notre, elle interpelle notre civilisation occidentale sur l'existence de tout cet invisible, de tous les rites que les civilisations premières avaient et que nous avons perdus. Mais elle n'alerte pas en disant « Ah, il faut faire des rites. Hein. Ah, non, c'est une réalité. » Et nous ne savons plus la voir, nous ne l'intégrons plus, mais elle est là en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'aime ou quand on aime, l'énergie circule de cœur à cœur, réellement. Et Luc, je finis sur ça, je vais vous saouler, mais je ne veux pas vous saouler. Non, je ne veux pas vous saouler, mais ça c'est important. Du coup, le réel, c'est quoi? Moi, j'en sais rien ce que c'est que le réel. Je peux témoigner de mon expérience, c'est tout. Mais le réel, Luc Biget, et c'est pour ça que je l'aime notamment, nous parle des 4 voies d'accès à la connaissance. Il dit que tout objet scientifique ou tout objet de connaissance ou tout sujet, ou tout, même sujet politique, tout, devrait être analysé sous 4 angles. L'angle de la science, la vraie science, celle qui doute, hein, pas une science inféodée aux intérêts économiques. Parce qu'il y a une réalité matérielle. Il y a une réalité. Mais il faudrait aussi le regarder sous l'angle de la complexité, de l'écosystémie. C'est le champ d'Edgar Morin, la complexité, c'est le vivant, c'est la permaculture, c'est l'interaction permanente. Tout est en interaction, rien n'est isolé. Donc on fait science, là on découpe, on regarde. On fait reliance, généralisée, le vivant, mais aussi sous un angle symbolique, celui des mythes, des archétypes. Nous sommes aussi ça, nous sommes aussi cette dimension-là. Et nous pouvons raconter nos vies avec les mythes. Et les mythes sont aussi agissants dans l'inconscient collectif. Et voilà pourquoi je l'aime aussi. Parce que le 4e axe, c'est la connaissance directe. C'est la réhabilitation de, l'expérience directe a aussi valeur de savoir. Et en fait, si on ne regarde un objet, un sujet, une question que sous un angle, ou 2 angles, ou 3 angles, ce sera incomplet. Il dit que notre cerveau n'a pas la capacité de faire les 4 en même temps. Il bug. Hein. Et puis on a toujours un axe d'entrée de prédilection. C'est une invitation, bien sûr, au dialogue, à la transdisciplinarité, à la transversalité. Et à l'absence de certitude. Personne n'a raison, aucun des axes n'a raison. Ensemble, en revanche, nous pouvons commencer à approcher, à appréhender le réel. Commencer, juste. Mais on s'en fiche, on a des ailes. Et Audrey, qui nous dit, et c'est le socle de son approche anthropologique, il n'y a pas d'un côté un monde visible et de l'autre un monde invisible. Il y a un seul et même monde, à la fois visible et invisible, et c'est le nôtre. Je trouve cette phrase superbe, cette reconnaissance, cette association superbe. Vraiment, merci Audrey. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on traverse les omertas, les tabous intellectuels. C'est pas facile pour un intellectuel d'afficher sa conviction et de dire tant pis, même seul, je continue, je traverse. Mais merci d'ouvrir des portes. Et voilà, et ça c'est lié à des séminaires que j'anime avec un ami et confrère, Ivan, que certains connaissent ici, Ivan Malchef. Nous sommes des enfants, on ne sait pas grand-chose en fait, on est là mais on ne sait pas grand-chose, même quand on sait. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Nous sommes des enfants de la Terre, et là l'importance de l'engagement sur la Terre, et nous en sommes issus, pas supérieurs. Et nous sommes aussi des enfants de l'éther, ce 6e élément que la science a décidé de ne pas prendre en compte, que certains scientifiques commencent à réintégrer, en disant en fait nos équations elles sont toutes fausses parce que l'éther existe. L'éther c'est la substance de l'invisible. Oh peut-être que dans 50 ans, dans 100 ans, toutes nos équations seront éthérisées. Et alors on verra la réalité complètement différemment. Peut-être, si on a travaillé sur nous en même temps. Ça nous rend à la fois responsables de notre futur, de notre devenir, et ça nous rend aussi très créateurs, parce qu'en fait, c'est dans l'invisible et par l'invisible qu'on est agissant. On commence à penser, on commence à projeter, on commence à rêver, et après on crée. Rêvons en grand, rêvons en beau ou rêvons du beau, rêvons
lumineux, rêvons colorés, rêvons joyeux, rêvons nature, voilà, rêvons légers, rêvons allégés, rêvons aimer, rêvons amour, rêvons beauté, rêvons tout ça. Rêvez ce que vous voulez, rêvons ce que nous voulons, mais rêvons beau et en grand, et nos rêves adviendront. On a réellement ce pouvoir-là. Le système, c'est nous qui l'avons créé. Nous pouvons, et nous allons, et nous sommes en train de le recréer. Et c'est sur la base de nos rêves qu'il va se recréer. Donc rêvons en beau, en grand. Moi, c'est amour et lumière. J'ai décidé, amour et lumière. Et même si c'est à mon échelle, c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a pas, sur les plans de l'invisible, il n'y a pas de petit ou grand, il y a une petite intention, schlack, c'est les attracteurs étranges. Elle fait son œuvre. Il n'y a pas de petit ou grand. Ça n'existe pas, le petit ou grand. Il y a la justesse de l'intention. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, mais tout à l'heure, l'atelier vous invitera à rêver. En grand. J'étais pas trop longue. Ouais, mais il n'y a pas de questions, il n'y a rien. C'est gentil de m'avoir écouté, hein.